Et à Ouais. propos de trucs cool aussi au Japon, ben c'est les chiens. Oh. Alors je me demande bien pourquoi tu fais cette Ah transition, bah, ah bah moi puisqu'on va aussi. parler un peu de chiens. Voilà. Et On aime oui, bien les oui, chiens, nous. On aime bien les il est chiens. vrai. Alors, il est vrai. Alors, la chronique va un petit peu. Alors déjà, elle est plus courte que prévu parce que ça part un peu dans tous les sens. Sinon, c'est assez. Il y a vraiment énormément d'informations. Il y en a plus que ce que Ouais. je pensais. Et voilà, on va parler un peu du Shiba, mais on va aussi aller un petit peu plus, un peu plus loin. On va aussi parler un peu du loup, du coup, et un petit peu de la domestication du chien, et puis de pas mal d'autres trucs. Donc déjà, le Shiba, qu'est-ce que c'est, le Shiba? Nous, aujourd'hui, on le connaît principalement parce que c'est une égérie de mèmes sur Internet. Hein. C'est très très connu depuis quasiment une bonne dizaine d'années maintenant. C'est aussi l'image d'une crypto-monnaie. Hein. Merci Elon Musk, qui a lancé la crypto Shiba. Ah ouais? Putain, je savais Ouais, pas. ouais, depuis quelques années, Oui, ouais. avec la tête Ouais, dessus là. exactement, ouais. Il a lancé une crypto-monnaie comme ça. Enfin, je sais pas si c'est lui qui l'a lancé, mais en tout cas, il a fait beaucoup de pubs sur Twitter, sur le Shiba. Mais du coup, en fait, à la base, c'est juste un chien. Hein. C'est un petit chien japonais. Donc, en fait, Shiba, c'est quelque chose de petit. Et Inu, c'est chien en japonais. Donc, ça s'appelle petit chien. Ça fait à peine dans les 35 à 43 cm au garrot pour les chiens mâles, pour les Shiba Et au mâles. repos, Et au repos, hein. comme dirait ce bon vieux Raph. Ce bon vieux Raph, 35 cm au repos, c'est déjà pas mal quand même. Et il est classé parmi les chiens primitifs. Donc primitif, ça veut dire que c'est une espèce de chien en fait, c'est une race de chien qui a été très très peu modifiée par l'homme. Voilà, ils ont énormément de liens génétiques avec leurs plus lointains ancêtres. Voilà, ça comprend notamment les chiens Spitz, et il me semble aussi les Huskies. Et on peut même dire que c'est une race millénaire, puisqu'on va voir, hein, elle remonte à plusieurs milliers d'années avant notre ère. Alors, Ah la oui. domestication du chien, de manière générale, elle est assez controversée. Hein. Bon, je pense qu'on est tous les trois plutôt bien placés pour le savoir, de par ce qu'on fait à la grotte Chauvet. Et oui. Puisqu'on a possiblement à la grotte Chauvet des traces quand même assez anciennes, hein, de possible domestication du chien, avec ces fameuses empreintes-là qu'on a autour d'un pas humain, qui serait, elle, reliée à une empreinte de torche à 30 000 ans. Mais là, on est sur de la datation relative, déjà assez relative par rapport aux empreintes. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose de très précis. Il y a eu des datations carbone 14 sur un crâne retrouvé en Sibérie qui s'appelle le chien de Altaï, je crois, c'est un I tréma, qui est un chien, enfin en tout cas les paléontologues l'associent à un chien domestique vieux de 33 000 ans. Donc 33 000 ans, puisque le crâne n'a absolument rien à voir apparemment avec un crâne de loup. Donc ils l'ont associé à un chien et il serait daté à 33 000 ans. Il y a eu d'autres aussi, d'autres datations, 36 000 ans en Belgique apparemment, 26 000 ans en République tchèque et 33 000 ans en Sibérie. Donc ça reste quand même assez controversé. Les premiers chiens domestiques qui sont eux vraiment attestés pour le coup, hein. Là il n'y a aucune erreur. On remonte à entre 14 et 15 000 ans, notamment en Asie centrale. Voilà, en fait, pour l'instant, une des traces où on est sûr officiellement de la domestication du chien, ça remonte en Asie centrale, donc tout le territoire de Mongolie, hein, et du Népal notamment. Mhm. Et en 2015, il y a eu une étude basée donc sur de la génétique, sur de l'ADN, hein, sur plus de 4000 chiens, alors qu'on appelle des chiens de village. J'ai pas trop compris exactement, j'ai pas pu trouver plus d'informations. Donc c'est des chiens qu'on appelle des chiens de village, c'est sûrement des chiens errants qui ont quasiment pas été modifiés apparemment, Ok. par l'homme en tout cas. Donc plus de 4000 chiens, je crois que même ça monte jusqu'à 5000 dans l'étude. Donc beaucoup d'études ADN qui ont montré donc que ces chiens sont bien des descendants directs des loups gris de Sibérie. Ils ont Oh. eu très peu de contact avec l'homme, donc très peu de sélection anthropique. Et il montre que le gradient de diversité génétique est dégressif quand on part donc d'un point central de l'Asie centrale, et plus on s'éloigne de ce point névralgique de l'Asie centrale, plus la diversité génétique est dégressive. Donc en fait, elle va vraiment un petit peu disparaître. Hein. Il y aura de moins en moins de diversité génétique. Donc il y a énormément de diversité chez les chiens en Asie. Donc voilà, une très grande diversité dans le génome. Bon après, c'est vrai que j'ai pas poussé là-dedans parce que je suis pas du tout pas du tout compétent en génétique, en T'es pas paléogénétique, et généticien. puis c'était vraiment voilà, c'était vraiment pour les premières informations sur la domestication du chien. Donc en fait, l'origine de tout ça, donc le berceau de la domestication, voilà, il y a des études vraiment qui parlent de berceau de domestication, ce serait l'Asie centrale, donc tout le territoire de la Mongolie et du Népal actuel. Et donc, Asie centrale, transition toute trouvée pour arriver au Japon. Le Japon, hein, au réchauffement donc de l'Holocène, hein, il y a 12 000 ans, les îles, puisque le Japon est une archipel, hein, c'est vrai qu'on l'a pas dit depuis le début, mais je pense qu'on
ça, on le sait, hein, ce sont des archipels, c'est un ensemble d'îles, eh bien, les forêts vont apparaître. Voilà, c'est le classique de l'Holocène, hein, beaucoup de forêts. Changement radical hein, dans les habitudes des Homo sapiens qui sont là-bas. Donc là, ils vont vraiment se mettre à la chasse, hein, pour le coup, la chasse en forêt. Et le chien, voilà, il va progressivement devenir un très bon compagnon de chasse. Et même encore aujourd'hui, hein, il y a encore des chasseurs au Japon qui utilisent le Shiba notamment hein, comme très bon chien de chasse. Hein, ils chassent le cerf, le sanglier et l'ours notamment. Alors, à l'est de Honshu, alors l'île de Honshu, pour vous situer sur l'archipel, c'est la plus grande île en fait. C'est celle qui est vraiment au centre du Japon. Hein. C'est la grande île, l'île principale. Bah, à l'est de cette île, des chercheurs ont trouvé au total plus de 110 sépultures de chiens, donc réparties sur 39 Oui, c'est différents. intéressant. Et là, on parle vraiment de sépultures, hein, donc c'est-à-dire des sépultures complexes. Il y a du mobilier funéraire, il y a des couvertures de coquillages qui recouvrent les chiens. Ils ont des positions particulières, hein, donc recroquevillés sur eux-mêmes. Ils ont trouvé aussi donc des traces de blessures de combat, hein, donc sur les squelettes de chiens, des os ressoudés, donc des gens qui s'occupent de leurs chiens. Et beaucoup de ces sépultures sont datées entre moins 9000 et moins 2500 before present, donc avant notre ère. Donc on est sur en moyenne 400 à 500 avant JC pour les dernières sépultures de ces chiens. Les dates auront une importance hein, parce qu'on va vraiment changer d'ère, hein, puisqu'en fait, 2500 avant notre ère, c'est la fin de ce qu'on appelle l'ère Jomon, donc J-O-M-O-N, qui est l'équivalent de notre paléolithique supérieur, si on veut prendre ça par rapport à nous. En fait, c'est la fin du paléolithique supérieur japonais. Donc les chiens de Honshu, de l'ère Jomon, étaient des chiens de chasse qui étaient vraiment très proches de l'homme pour le coup. Et ils mesuraient, d'après les informations qu'ils ont, hein, entre 36 et 49 cm au garrot. J'ai d'ailleurs, alors je pense je peux vous envoyer des photos sur Discord. J'ai des, Ok, ouais. il y a ce qu'on a, j'ai une reproduction du chien de Honshu de l'ère Jomon. Et à la fin de l'ère Jomon, les sépultures vont commencer à changer. Hein. Vraiment, les sépultures de chiens vont un peu changer, puisque la fin de l'ère Jomon marque le début de l'agriculture et donc de l'élevage. Et les chiens auront un impact moins fort dans la chasse, puisqu'ils vont beaucoup moins chasser. Et là, on se rend même compte qu'il y a des chiens qui sont mangés par les habitants du Japon au début de ce qu'on appelle l'ère Yaoi. Alors c'est Y-A-Y-O-I. Ça c'est le début un petit peu du néolithique japonais en fait. Hein. Donc l'arrivée de l'agriculture et donc la chasse qui s'arrête petit à petit pour l'instant. L'ère Yaoi d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été importé. Hein. En fait, le néolithique au Japon est arrivé par importation. Ça c'est assez intéressant. C'est des peuples qui viennent de Corée, hein, de Chine et de Corée, qui sont arrivés au Japon et qui ont amené la culture du riz et donc l'élevage et l'agriculture. Donc beaucoup d'agriculture sur le riz. Ils ont aussi ramené leurs chiens pour le coup. Et là, il y a un premier métissage de chiens au Japon. Les chiens de Corée et de Chine sont des chiens qu'on peut rapprocher aux chiens Spitz, donc avec la queue voilà, qui rebique, qui fait vraiment un petit... vous savez, c'est les queues qui reviennent sur elles-mêmes et qui se remettent sur le dos, un peu comme ton samoyed, Théo. Ah, Ouais, sympa. c'est les chiens de Corée qui avaient cette caractéristique. Et donc là, il y a eu un premier métissage des chiens au Japon. C'est sûrement ça qui a amené Oui. cette caractéristique Mais au Shiba, c'est pas justement. si étonnant, puisque du coup, le samoyed vient de Sibérie à la base. Donc, Ouais, ouais, bon, oui, après, mais c'est il y a quand même aussi... quelques centaines, je pense, de kilomètres par rapport à la Corée. Mais Exactement. disons qu'on peut imaginer le lien géographique, effectivement. Ouais. Et là, j'ai envie qu'on passe un petit peu sur le loup. Parce que je vous ai parlé un peu là du chien, mais Le il y a loup. aussi le loup On va japonais. voir le loup, génial. Le loup. Alors, le loup japonais, il est assez particulier. On va se rendre compte en fait que là, on va parler un petit peu de mythologie. On va parler parce que à la base, j'avais pas prévu de parler de ça, mais je me suis rendu compte que c'était quand même vachement intéressant. Et en fait, le loup japonais, donc c'est le loup de Honshu, donc de l'île principale du Japon. C'est la plus petite sous-espèce de loup gris, 30 cm au garrot, 88 cm de long, en comptant la queue. Donc c'est vraiment tout petit, hein, c'est une petite espèce de loup, et il est considéré comme le protecteur et le gardien de la montagne. Donc en fait c'est tout l'inverse du loup en Europe. Alors là, on va se rendre compte, là je vais vous faire une petite... Il existe encore aujourd'hui? non, c'est une espèce de loup qui a disparu, apparemment. De ce que j'ai lu, c'est une espèce de loup qui a disparu. Mais en fait, le loup a une place très très importante dans la mythologie japonaise de base, et même encore aujourd'hui. Hein, il y a beaucoup de mythes hein, qui sont réadaptés hein, dans pas mal de produits culturels récents qui mettent le loup vraiment sur un piédestal. Alors, le loup, alors il y a beaucoup de villages de montagne, comme le village de Okami-Iwa, qu'on peut traduire par Rocher du Loup, ou Okami Taira, le plateau du loup, donc qui sont nommés d'après ces légendes. Il y a très peu de citations dans la littérature japonaise, mais il est souvent décrit comme une entité spirituelle qui protège les voyageurs. Il y a aussi les loups qui vont
retrouver les enfants abandonnés qui vont les élever. Alors là, pour le coup, je pense notamment, je sais pas si vous l'avez vu, à ce film d'animation Les Enfants Loups, qui Oui, je qui est l'avais très vu, très ouais. beau. Oui, je l'ai pas vu. Ah, Voilà, sympa. qui est basé sur ça, justement, sur des loups qui récupèrent des enfants et qui vont Ok. un petit peu les élever. Il y a aussi certains villages qui vénèrent le loup parce qu'ils protègent les cultures contre les sangliers. Alors, c'est très intéressant de voir qu'au Japon, le loup, il protège les cultures et les élevages, alors qu'en Europe, c'est l'inverse, c'est le loup qui vient tuer les bêtes. Pour le coup, Ouais, le loup c'est qui c'est protège les étonnant. sangliers, je pense à la scène d'introduction, enfin une des premières scènes du Ghibli, la princesse Mononoke, où justement il y a la princesse sur son loup géant qui va essayer Oui. qui arrête le sanglier qui vient détruire les La rizières. ville, oui. Ah oui, c'est vrai, ouais. Voilà. Et bah, du Pas coup, mal. je viens de capter la référence. Bien vu. Et justement, bah, il y a beaucoup de sanctuaires de protection qu'on peut trouver dans plein de petits villages qui sont justement en rapport avec le loup, notamment dans la préfecture de Gifu, apparemment, Gifu. Donc le loup protège les cultures, il peut laisser apparemment des proies pour les villageois. Donc il va récupérer du gibier, il va le donner aux villageois apparemment. Et il y a aussi une petite tradition qui consiste à donner à une louve du riz. Lorsqu'elle donne naissance à un petit, en retour, le loup protège le village. Donc il y a des offrandes qui sont faites au loup, on va lui donner du riz. Donc voilà, ça c'était la petite aparté sur le loup japonais. Alors il y a plein Et- d'autres il y a plein d'autres choses sur le loup aussi, donc là Et c'est vraiment... si je peux me permettre d'intervenir, je Ouais, crois que tu bien as sûr. un manga et un animé, je crois qu'il s'appelle Spice and Wolf, qui justement parle de l'histoire d'une déesse louve protectrice des récoltes Ouais, dans un sûrement, monde alors plutôt occidental, mais pour le coup c'est certainement inspiré, comme tu dis, de cette croyance japonaise du loup qui va protéger les récoltes, etc. Moi, je trouve pas mal, je trouve ça marrant ce paradoxe entre l'Europe et le Japon Ouais, pour le coup. effectivement, c'est assez intéressant. Ouais. Alors, donc ça c'était la petite aparté sur le loup. Alors maintenant, on va faire un petit bond dans le temps. Donc on a parlé un petit peu de la fin du paléolithique et du début du néolithique japonais. Et on va arriver donc au milieu du XVIe siècle, en 1542. Alors à votre avis, qu'est-ce qui se passe en 1542 au Japon? C'est pas les premiers Européens qui arrivent au Japon? Ah, exactement, c'est les Portugais, c'est les Mmh. navires portugais qui arrivent sur l'île de Moi j'ai joué à Tanegashima. Total War, monsieur. Oh, il est trop fort. La culture historique avec Total War, ça me... Ils amènent les fusils, mais aussi certainement la rage, peut-être. Alors, il ramène aussi le catholicisme. Il Oui, ramène bah, les c'est vrai, chrétiens. c'est vrai. Moi, Entre autres. j'étais plus terre à terre avec les maladies, mais effectivement, Aussi, la oui, religion la religion. aussi. Et du coup, donc, ouais, en effet, ils apportent des armes, ils apportent des missionnaires chrétiens, parce il devait y avoir sur tous les bateaux qui partaient d'Europe des missionnaires chrétiens. Et donc, le Japon connaît sa première période d'ouverture vers la culture européenne, qu'elle soit commerciale ou religieuse, puisque c'est là qu'on va commencer à avoir les premiers chrétiens au Japon. Par contre, c'est une période qui va pas durer très longtemps, puisqu'en 1616, donc même pas 100 ans après l'arrivée des premiers Européens, il y a le shogun Hidetada qui décide de fermer le Japon totalement. Et donc là, fin de la période d'ouverture. Mais par contre, cette petite fenêtre, ça a quand même permis à certains Européens de ramener leurs chiens au Japon, pour le coup. Et là, il y a déjà des premières estampes qui datent donc du 16e, début 17e, qui montrent des chiens de type terrier. Donc des chiens de chasse européens, pour le coup. Ok. Donc on peut déjà voir... Alors j'en ai pas trouvé, malheureusement. C'est pas facile de trouver des estampes japonaises de cette période. Mais d'après les historiens et les archéologues, on peut déjà trouver des chiens de type terrier dans des estampes japonaises du 16e siècle. Et là, maintenant, on va arriver à la fin du 17e, donc en 1687, le 5e shogun Tsunayoshi, qui est maintenant mon shogun préféré, qu'on appelle le shogun chien, d'ailleurs, il me semble. Voilà, on l'a appelé, alors, voilà, c'est ça, le shogun chien. Pourquoi on l'appelle le shogun chien? En fait, il va mettre en place un décret national pour protéger les animaux et surtout les chiens. Pour le coup, vraiment, il va protéger les chiens. Et il me semble même, ouais, c'est ça, je vérifie, qu'il y a une peine de mort pour toute personne qui va tuer un chien. Peine de mort, peine capitale directe pour toute personne qui tue un chien. Ça, c'est influencé notamment par les enseignements bouddhistes, apparemment. Et il interdit également l'élevage des oiseaux, des poissons pour la consommation humaine. Donc, déjà au 17e, on interdisait l'élevage des oiseaux et des poissons. Et donc, on l'a appelé le shogun chien, donc, qui était très très proche de ces animaux. Et ensuite, il y a la fin de la période Edo, où le Shiba qu'on connaît aujourd'hui a la forme qu'on connaît en fait. Apparemment, la forme du Shiba actuel date de la fin de la période Edo. Alors, dans les années 1800, il y a un médecin néerlandais, monsieur le docteur Siebold, qui est aussi naturaliste et botaniste. Il se rend au Japon, parce que voilà, quand on arrive au 19e siècle, il y a beaucoup d'Européens, il y a beaucoup de Hollandais d'ailleurs, qui adorent le Japon. Je crois que Van Gogh a fait un petit séjour au Japon d'ailleurs. Je crois, vous me dites si je dis des bêtises. Oh, je sais pas. Ça, c'est complètement de mémoire.
Vous savez Tu quoi, peux nous le faire, hein, attends, fact-checker. je vais regarder. Vas-y, T'inquiète. regarde, il me semble hein, que Van Gogh a fait un petit séjour au Japon. Ça l'a fortement inspiré. Je En te tout cas, il a laisse, étudié les estampes japonaises. Ouais, et les Tcha, 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 tournesols tcha, tcha. notamment. Il a l'air de vraiment bien kiffer les estampes japonaises. Il fait partie du courant du japonisme. Ah bah, en tout cas, s'il est pas allé au Japon, il était très influencé, ça c'est... Ah oui, il est ultra Ouais, influencé c'est- par le Japon, ouais. Voilà, c'est donc un médecin néerlandais qui, dans les années 1800, début du 19e, il vient au Japon et il décide, donc, vu que c'est un naturaliste, un zoologiste aussi, donc à l'époque ils étaient un peu tout, hein, il décide donc de faire des croquis de chiens dans le pays et il va mettre en place en fait un bouquin. Hein, il y a un bouquin qui est assez apparemment important pour l'époque. Alors malheureusement, j'ai plus le nom, j'ai pas noté le nom, je suis un petit peu désolé, je me rappelle plus exactement le nom de ce bouquin, mais du coup il va faire des planches de croquis de chiens et il va décréter, enfin il va distinguer deux types de chiens principaux. Les chiens aux oreilles tombantes et les chiens aux oreilles droites utilisés pour la chasse, eux rapprochés au Shiba hein, aujourd'hui, avec les petites oreilles droites. Pour les chiens de chasse, les seules variations c'était la couleur et la taille, mais ils avaient tous un type Spitz, oreille droite, queue enroulée. Ça c'est le Shiba pour le coup, hein, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Ensuite, en 1866, il y a la chute du shogunat des Tokugawa. Et c'est là que le Japon rentre dans une nouvelle ère, l'ère Meiji. Ah, et L'ère justement, vu qu'on en parle, c'est l'ère Meiji qui fait l'ouverture, si je ne m'abuse, nouvelle ouverture, ouais. du Japon, et qui fait qu'il y a plein d'Occidentaux qui vont au Japon, et c'est pour ça que le japonisme naît en Occident et influence notamment un certain Vincent Van Gogh. Et bah voilà, on y Cependant, vient. Vincent Van Gogh n'a jamais visité le Japon, malgré le fait que l'esthétique D'accord. particulière des arts japonais est l'influence qui a le plus marqué son œuvre. D'accord, mais toi, je croyais qu'il était allé au Japon, mais non. Mais en tout cas, c'est lui venu à son oreille pour le coup. Et il l'a beaucoup utilisé. Mais l'ère Meiji, donc, c'est aussi le début de l'industrie et de la modernisation. Et donc, une énorme influence occidentale. Il y a des nouveaux chiens qui arrivent en provenance de Chine et de Corée. Des chiens pour les foyers, hein, des chiens domestiques, hein, totalement. Et aussi des chiens de chasse pour le coup. Donc ce grand nombre de chiens étrangers hein, qui arrivent au Japon vont menacer en fait les races indigènes, hein, donc, notamment les Akita, les Shiba, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé au début, mais il y a 6 grandes races de chiens au Japon, notamment donc l'Akita Inu et le Shiba Inu. Alors il y a aussi, hein, alors c'est un peu triste, hein, mais énormément de combats de chiens qui sont mis en place. C'était vraiment monnaie courante, notamment des Akita hein, qui étaient croisés avec des mastifs et avec des Saint-Bernard pour faire des gros combats de chiens sûrement dans les bas quartiers, dans les bas-fonds de Tokyo. Donc ces Akita Inu, ils sont croisés avec ces gros chiens européens pour augmenter leur force, leur taille, et le Akita d'origine commence à disparaître petit à petit. Là vraiment, il reste plus que quelques petites populations dans les montagnes. Que le Akita, c'est un chien de gardien de temple, hein. Le Shiba est un chien de chasse, mais le Akita était utilisé en tant que gardien notamment. Alors, la tendance générale au Japon à cette époque, c'était de respecter tout ce qui venait de l'Occident, et notamment les chiens, hein, qui étaient très très appréciés. Et donc les chiens japonais vont croiser, disparaître au fur et à mesure jusqu'à une période très critique entre 1912 et 1926, c'est la période de Taisho, donc en l'entre-deux-guerres. Extinction quasi complète du Shiba, vraiment on n'en trouve quasiment plus. Il reste quelques petits élevages, quelques petites populations dans les montagnes, dans certains villages. Et au début des années 1900, vous n'êtes sûrement pas sans savoir, hein, qu'il y a un sursaut nationaliste au Japon qui va faire un contre-pied total avec le 19e siècle et notamment une protection de leur culture très forte et surtout des chiens qui vont être considérés, ça va vraiment faire une affaire d'État. Hein. Pour le coup, les chiens vont être considérés comme trésors de la nation. Vraiment, l'État va essayer de restaurer les Shiba et les autres chiens, bien sûr. Et les Shiba, ils auraient sûrement disparu en fait au début du XXe siècle si un club de passionnés, vraiment c'est un club en plus à la base, hein, dirigé par le docteur Saito et quelques intellectuels qui vont créer le club qui s'appelle le Nihonken Onzokai, qui vont essayer donc de protéger les Shiba en 1928 avec en 1937 le standard de la race qui est établi. Et dans les années 43, le Shiba est considéré comme monument naturel du Japon. Et depuis, bah voilà, il a été protégé, il a été importé en Europe quelques années plus tard. Et en 2005, il y a un petit jeu vidéo qui sort sur Nintendo DS, le Nintendogs. Et là, le Shiba commence un petit peu à rentrer dans l'imaginaire, dans la passion européenne. Et c'est là qu'il commence à prendre en popularité jusqu'au début des années 2010 avec ce qu'on disait au début, le même. D'ailleurs, ce chien a 17 ans, sachez-le. On vit peut-être ces dernières années au même originel. Et voilà, le Shiba maintenant prend de l'essor, il y en a partout. Pour l'instant, le futur de la race va très bien.
Mais il y a quand même toujours pas mal de dérives, hein, mais ça c'est tous les chiens de race qui sont touchés par ça, donc les élevages et les animaleries illégales, entre autres. Mais voilà, le Shiba et l'Akita et les autres races japonaises ont été sauvés au début des années 1900 par des petits passionnés. On peut leur dire merci. Bah Et oui. on peut dire merci au sursaut nationaliste japonais qui a mis les chiens en trésor de la nation. Ça fait un petit peu un lien donc, avec ce shogun, Bah oui, d'une certaine manière, Tsunayoshi, ouais. qui avait déjà protégé les animaux, peine de mort pour les gens qui tuent les chiens. Il y a eu plusieurs sursauts comme ça où les chiens ont vraiment une place très importante au Japon. Ouais, Donc bah, voilà, c'est la fin de c'était cette super, petite une super chronique. Moi, je me suis régalé à t'écouter. Écoute, Ouais, c'était bien Bah, cool, hein, merci. franchement, merci Clément, c'était très très chouette, félicitations à toi. bravo pour le travail. Ouais, Voilà. on peut De t'applaudir, recherche. pas dans le Discord, mais le cœur Alors, du le coup, cœur je vais y en est. profiter. Je vais Ouais. pour vous mettre quelques petites photos là des Ok. estampes japonaises avec justement, Ah. on parlait des arcs japonais avec des estampes Oh, et les chiens c'est très avec joli tout ça. la queue retroussée. Alors, oui, monsieur Tsunayoshi, j'ai son portrait. Regardez un petit peu la tête qu'il a. Il est Oh, incroyable. Il est incroyable ce monsieur. Et j'ai aussi, bon alors là, âme sensible s'abstenir, mais hop, là quelques petites photos de chasse pour ceux qui veulent. Euh, Enfin pour ceux qui veulent. Pour vous deux pour le coup. pour nous deux. Mais Après, tu pourras toujours mettre les liens quand l'épisode sortira. Tu pourras toujours ouais, mettre tes liens en description. ouais, Effectivement, oh, voilà. waouh, Ouais, effectivement, ouais, donc un des cerf qui est en train de se Shiba faire qui. niaquer là. Voilà, et puis j'ai une autre photo. Alors celle-là, je pense que je peux la mettre en spoiler. Là, je la mets en spoiler si vous voulez la voir. Ah, pourquoi? Ah oui. Qu'est-ce qui se Voilà. passe? C'est Oh, voilà, c'est une chasse à l'ours avec un Shiba. Vous allez me dire que le petit chien là, il a égorgé il a l'ours. Non, niaqué non, c'est l'ours. pas le. Non, non, bah non. Les chiens de chasse sont pas des. C'est les pisteurs. Et lui, Ouais, ils ont l'air bon, moins sympas maintenant, les Shiba. Ouais, alors là, c'est vrai que ça change un petit peu, mais. Il a l'air Ça ultra change le vénère côté sur la mignon. photo en plus. Il est en mode ouais, je l'ai défoncé ce connard. J'ai buté un ours. Il y a des ours au Japon, je savais même Je pas. savais même pas non plus, ouais. dans les montagnes japonaises. Ou alors peut-être que ça, c'est peut-être des Européens. Je sais qu'il y a des Européens qui utilisent beaucoup aussi. Enfin, des Européens, des Ouais, Occidentaux. les Occidentaux, ouais. Utilisent. Ça serait Voilà. peut-être Oh, pas et puis, étonnant. je l'avais pas mis dans mon paragraphe, mais j'ai ici, que je vais vous envoyer, une gravure sur une cloche en bronze. Apparemment, effectivement, il y a un ours noir du Japon. Regardez cette L'ours noir du gravure. Japon et l'espèce est vulnérable. Ah, oh, la Donc là, gravure est stylée. Gravure, alors il me semble que ça c'est en. Je crois que c'est une gravure en Corée, je crois que c'est Corée du Sud. Oh ouais. Une chasse au sanglier, donc avec le sanglier au milieu, et tous les petits chiens qui sont autour, et l'archer. Et on sait de quand est Ouais, datée cette œuvre. Alors 400 avant JC jusqu'à 250 après JC, donc ça c'est la période Yayoi. Par contre, j'ai pas la date de la cloche en elle-même, une cloche en bronze, de moins 400 à plus 250. Ok. Ok. Donc c'était D'accord, retrouvé bah, sur la côte est de l'île du Japon. Bah, merci Wow. beaucoup, Clément, encore une fois, pour toutes les informations supplémentaires que tu nous as Voilà. partagées là, et toutes les photos, c'est Peu super décousu chouette. Parfois. Franchement, je vous invite en tout cas à ceux qui nous écoutent et à vous deux, si vous voulez, à regarder un petit peu plus l'histoire du chien au Japon. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup aussi d'études génétiques. Je suis pas allé Ouais. là-dedans parce que j'ai pas assez de temps pour tout comprendre pour le coup, et vu que je comprenais quasiment rien à ce qu'il disait, je suis pas allé à fond là-dedans. Mais il y a aussi pas mal d'études génétiques avec des différents types de chiens qui ont été répertoriés, des croisements. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.